Et pour la vue de haut, chers auditeurs, vous l'attendiez probablement, nous allons enfin parler de ce vote de confiance auquel souhaite se soumettre François Bayrou. Ça sera le 8 septembre prochain. Il l'a annoncé hier au milieu de son discours dans lequel il venait confirmer toutes les dispositions qu'il avait déjà annoncées début juillet concernant le budget. Alors, est-ce un coup de poker? Est-ce un suicide politique? On penche plutôt pour la seconde option. Mais nous allons en discuter avec Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférences, auteur de La guerre à droite aura bien lieu aux éditions des Clés de Brouwer. Bonjour Guillaume Bernard et merci d'être avec nous. C'est avec grand plaisir. Alors, est-ce que vous vous attendiez à cette annonce de François Bayrou qui souhaite se soumettre à un vote de confiance? J'avoue que je pense que beaucoup d'auditeurs ont été agréablement surpris, mais surpris quand même, puisqu'effectivement, beaucoup se demandent d'où vient d'un seul coup cette décision politique, ce dernier coup d'éclat. Est-ce que c'est une façon de partir la tête haute? Est-ce que c'est de l'inconscience de la part de François Bayrou? Non, ce n'est pas de l'inconscience, c'est un vieux renard de la politique. C'est quelqu'un d'assez, pondéré et mesuré et calculateur, donc non, ça n'est certainement pas un coup de tête. Hem, Ce qui effectivement est étonnant, c'est le fait d'avoir une convocation en session extraordinaire, alors qu'il aurait très bien pu attendre le mois d'octobre et la session ordinaire pour poser, cette question de confiance. Donc à mon avis, c'est un calcul politique. Et c'est, assez vraisemblablement un piège à con pour le reste de la vie, de la classe politique, si vous me permettez l'expression un peu vulgaire. Donc voilà. Après, effectivement, il est vraisemblable que François Bayrou se fasse seppuku le 8 septembre prochain, que la confiance lui soit refusée, que le gouvernement, doive, démissionner. Il faut donc du coup se demander pourquoi il le fait. Il y a 2 hypothèses, me semble-t-il, qui sont les plus, vraisemblables. Une première qui est avancée, mais qui, moi, me laisse très dubitatif, c'est que il aurait eu peur, des, mobilisations, qui, sont susceptibles de commencer le 10 septembre. À mon avis, ça n'est pas le cas, puisque de toute façon, même si le gouvernement tombe, elles vont se faire, et étant donné qu'elles sont, directement contrôlées, orientées, par, la gauche radicale. D'ailleurs, la date du 10 septembre, un mercredi, un type de droite, il organise pas une Mmh. manifestation un jour ouvré, un mercredi. Il organise ça le dimanche après-midi, un jour, où on ne travaille pas. Bon, donc, c'est contrôlé par la gauche, et donc par conséquent, de toute façon, ces mobilisations, auront lieu. Et il l'a d'ailleurs dit lors de sa conférence de presse, il est vraisemblable, ou il est possible en tout cas, qu'elle dégénère, en violence, en chaos. Bon, donc première hypothèse, il aurait eu peur du 10 septembre. Moi, je n'y crois pas trop, mais évidemment, lorsqu'on essaye d'analyser une situation, il faut, envisager toutes les hypothèses. La deuxième hypothèse, c'est tout simplement que, et ça, celle-là, elle est, évidemment très grave, c'est que oui, comme il l'a dit dans sa conférence de presse, la France est dans une situation financière extrêmement grave, et la situation étant quasiment inextricable, eh bien, il va refiler, alors je vais être à nouveau vulgaire ce matin, le bâton merdeux aux autres. Voilà. Hem, il se suicide, politiquement parlant, pour que ce soit les autres qui soient, susceptibles, eh bien, d'exercer le pouvoir, à sa place, toute proportion gardée. Le prochain Premier ministre, c'est Pétain en 1940. La situation est, gravissime. La France est au bord, de la banqueroute, et donc par conséquent, il sortira la tête haute en ayant dit qu'il avait, annoncer, proposer des solutions, et finalement, eh bien, la situation, ne sera pas, résorbée. Voilà, donc je crains que tous ceux qui ne s'excitent et ne se satisfassent
du départ vraisemblable, encore une fois, ce n'est pas certain en politique, il peut toujours arriver des miracles, mais que tous ceux qui s'excitent et qui se satisfassent de ce qui va arriver le 8 septembre et donc le renversement du gouvernement Bayrou, eh bien, ne se rendent pas compte que la situation risque d'être encore plus grave et encore plus délicate politiquement parlant par la suite. Alors, si, François Bayrou tente justement finalement de se sauver, tant que le bateau, flotte encore un peu, en tout cas qu'il n'est pas complètement, qu'il n'a pas complètement disparu dans les flots. Déjà, on imagine que c'est parce que, il se prépare à un avenir en politique. D'une certaine façon, il n'a pas envie, de se griller. Ça peut être inquiétant. Mais, par ailleurs, est-ce que politiquement, il ne faudrait pas jouer, finement et se dire: «Ben, tiens, on va voter, pour cette confiance à François Bayrou. On va le forcer à rester en place et à assumer cette position, et la situation dans laquelle, on se trouve». Bah, écoutez, franchement, moi, c'est ce que j'aurais fait à la place, des élus qui ont, dès hier annoncé, qu'ils, voudraient renverser le gouvernement. Parce que, il faut bien le dire, sa conférence de presse, bon, elle a duré une demi heure hier, ensuite il y a eu, environ une demi-heure de questions. Il a été, relativement, pondéré, relativement convaincant en disant: «Voilà, je ne pose la question de confiance que sur le principe de la nécessité, eh bien, de revoir, les équilibres financiers, c'est-à-dire il y a urgence et il faudra trouver des solutions pour, d'un côté, produire plus, produire de la valeur ajoutée, produire de la richesse, et de l'autre côté, réduire les dépenses publiques. Et puis ensuite, ce que l'on diminuera, comme dépenses, eh bien tout cela est, ouvert, au débat. Et il a même ajouté, en répondant à une question d'un journaliste, d'un de vos confrères, que, eh bien, il n'écartait pas la possibilité, s'il obtenait la confiance, de ne pas utiliser la procédure de l'article 49 alinéa 3 pour faire passer le budget une fois que justement, eh bien, il y aura eu des discussions sur les recettes et les dépenses de l'État. Et j'imagine que la question se posera de la même manière pour la loi de financement de la sécurité sociale, puisque vous le savez que depuis le début des années 90, on a deux grandes masses hein, budgétaires, les finances publiques et puis les finances sociales en parallèle. Auparavant, le budget de la sécurité sociale était géré par les partenaires sociaux, hein, c'est-à-dire le patronat et les syndicats de salariés. Et ce n'est que parce que la situation de la sécurité sociale était devenue gravissime dans les années 80 et au début des années 90 que le Parlement s'est emparé du vote de la loi de la loi de financement de la sécurité sociale, ce qui montre à quel point les partenaires sociaux, et en particulier le patronat, ne s'étaient pas révélés être des gestionnaires absolument hors pair. Bon, parenthèse terminée. Donc, il a évoqué la possibilité de ne pas utiliser le 49 alinéa 3 pour faire voter le budget de l'État et vraisemblablement la loi de financement de la sécurité sociale. Autrement dit, il a créé, moi je trouve, de manière extrêmement habile et intelligente, eh bien, les conditions pour que s'il est renversé, eh bien, le reste de la classe politique porte la responsabilité de eh bien, la situation financière que la France serait susceptible de connaître, gravissime, des taux d'intérêt pour emprunter qui augmenteraient énormément et donc un État qui est au bord évidemment de la banqueroute. Je vous rappelle quand même que François Fillon, il y a une quinzaine d'années, avait déjà dit une phrase à peu près du même style, ce qui lui avait valu c'est un tacle de la part de Nicolas Sarkozy parce que Fillon avait dit: «Je suis à la tête d'un État en faillite». Bon, c'est vrai que Fillon, Premier ministre, n'était pas à la tête de l'État. C'est ça lui avait valu le tacle de Sarkozy. Mais le constat était le même. Nous sommes dans une situation gravissime et ça, c'était avant la crise du Covid et les dépenses somptuaires d'Emmanuel Macron. Bon, donc, il a créé les conditions pour que la classe politique eh bien, ait apporté la responsabilité d'une aggravation encore plus d'une aggravation de la situation. Alors,
il faut bien le dire, il a fait un constat qui est raisonnable, qui est réel. Il est vrai que son constat est imprécis et imparfait parce que et que son logiciel politique peut d'ailleurs l'empêcher de trouver des solutions qui pourraient permettre, je dirais, de sauver la situation. Il n'évoque pas du tout la construction européenne, le fait qu'on ait l'euro et que l'on ne puisse pas dévaluer la monnaie nationale. Il n'évoque pas l'immigration. Il n'évoque pas la fraude sociale. Il a approuvé, semble-t-il, complètement la politique du covidisme. Donc, c'est vrai que c'est un homme politique qui a des failles et son analyse n'est pas complète. Mais pour autant, le constat qu'il a fait est parfaitement réel. Nous sommes dans une situation gravissime. Alors, j'ai perdu, pardonnez-moi, le cœur de votre question, mais en tout cas, ma réponse pour l'heure, et puis vous me reposerez la question si je n'ai pas été suffisamment précis, c'est il crée les conditions pour que les hommes politiques qui le renverseraient aient, eux, à porter la responsabilité d'une aggravation de la situation financière de la France. Et donc, c'est pour cela que je commençais cette émission avec cette expression vulgaire, ce vote de confiance du 8 septembre, c'est un piège à con. Mmh. Emmanuel Macron, de son côté, alors on le sait assez désintéressé, des Français et de ce qui leur arrive, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est l'Ukraine, même s'il se révèle malgré tout assez incompétent sur ce terrain-là. Emmanuel Macron ne pourrait-il pas profiter de cette situation? Il y a certains analystes qui estiment qu'avec l'arrivée donc de ces, probables émeutes, du, 10 septembre, avec, ce potentiel, 1er ministre qui sera bientôt, déchu, Emmanuel Macron, lui, pourrait expliquer que la France se trouve dans un état d'urgence et en profiter pour instaurer les conditions qui lui permettraient de rester un petit peu plus longtemps, en place, en tout cas plus longtemps que ce que le droit lui permettrait initialement. Bon, alors évidemment, vous me demandez ce qu'il y a de plus difficile, c'est de faire de la prédiction. Or, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la préscience des événements. On vous Euh, réinvitera quand même, Guillaume Bernard. bon, merci beaucoup de votre indulgence. Bon, alors, on peut essayer effectivement de faire des scénarios. Alors, d'abord, et pardonnez-moi, je vais être un petit peu long, mais je vais répondre évidemment à votre question. La première des choses, c'est si le gouvernement tombe, il faut en nommer un autre. Et pour en nommer un autre, est-ce qu'on garde la même Assemblée nationale ou est-ce qu'il y a une dissolution? On n'en sait rien. A priori, Emmanuel Macron a dit qu'il ne ferait pas de dissolution de l'Assemblée nationale, même si elle est réclamée par certains partis politiques. Je vous rappelle que s'il y a dissolution, ce sera toujours le même mode de scrutin majoritaire à deux tours, avec la possibilité qu'il y ait des désistements et des barrages républicains. Suivez mon regard. Bon, Macron a annoncé, il y a enfin, il l'avait annoncé et puis il l'a confirmé dans une interview à vos confrères de Paris Match la semaine dernière qu'il n'y aurait pas de dissolution. Cela étant dit, les promesses d'Emmanuel Macron, on sait ce qu'elles valent. Il avait annoncé il y a quelques mois que d'ici la fin 2025, les Français seraient interrogés par référendum. On ne voit pas Mmh. le petit bout du nez d'un référendum d'ici décembre 2025. Donc, tout est possible, bien, y compris, pourquoi pas une dissolution, même si, pour ma part, je n'y crois pas trop. Ensuite, deuxième, effectivement, hypothèse, il y a un chaos organisé par la gauche radicale. Il est assumé, hein, d'ailleurs. Hein, alors, le terme qui est utilisé, c'est bordélisation. Bon, ce chaos est organisé et il se développe de manière telle que le bon fonctionnement des institutions soit mis en péril. Et là, effectivement, les conditions d'application de l'article 16 de la Constitution qui donne des pouvoirs dits exceptionnels au président de la République semblent réunis. C'est le chef de l'État qui décide seul. Alors, il doit consulter le Conseil constitutionnel, les présidents des assemblées qui pourront se réunir de plein droit pour discuter d'on ne sait quoi. Il doit consulter, mais il décide seul. Il peut effectivement le faire.
Au bout d'un mois, le Conseil constitutionnel peut être saisi et il donne un avis sur eh bien, la légitimité à la prorogation de ses pouvoirs exceptionnels et il doit donner sa réponse dans les 60 jours. Bon, donc ça veut dire que grosso modo, on a, si le président de la République décide de les mettre en œuvre, un minimum de 3 mois d'article 16. Je vous rappelle que la seule fois où ils ont été appliqués, c'est par Charles de Gaulle en 1961, à la suite du putsch des généraux dans les départements d'Algérie, et que ces pouvoirs exceptionnels se sont appliqués de fin avril 61 jusqu'à fin septembre 1961. Ça veut dire, bon, 5-6 mois. Est-ce que donc l'application de ces pouvoirs exceptionnels pourrait durer jusqu'à la présidentielle et au-delà de 2027? Ça me paraît quand même un peu long, donc, je doute que, je dirais, l'utilisation du désordre organisé par l'extrême gauche ne permette à Emmanuel Macron de rester au-delà de la date à laquelle, normalement, son mandat se termine. Voilà ce qui me paraît le plus raisonnable. Mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas la préscience des événements et donc Mmh. c'est très difficile évidemment de vous répondre. J'ajouterai un point qui me paraît extrêmement important, c'est le suivant, c'est que il faut quand même bien se rendre compte que nous sommes évidemment dans une crise de régime, pas simplement une crise de la représentation politique, pas simplement, je dirais, des difficultés financières. Nous sommes véritablement arrivés là dans une crise de régime et que il y a quasiment personne dans la classe politique, et en particulier pas à gauche, qui souhaite la fin du système. Quasiment personne ne remet en cause les principes du système actuel, le subjectivisme moral, l'indifférentisme culturel, le matérialisme économique. Simplement, nos oppositions, elles veulent eh bien, substituer des bénéficiaires actuels du système, elles veulent substituer d'autres bénéficiaires aux bénéficiaires actuels du système. Voilà. Eh bien, effectivement, il faudrait, comment dire, taxer les riches pour l'extrême gauche. Il faudrait réserver l'État-providence aux nationaux pour la droite nationale. Mais dans le fond, personne ne remet véritablement en cause le système. Et donc, je ne suis pas du tout certain que s'il devait y avoir véritablement une remise en cause du régime dans un emballement, je dirais, de la contestation, eh bien, on est toujours les mêmes figures politiques. Et ça peut devenir intéressant. Mais en revanche, évidemment, un phénomène de type révolutionnaire, on ne sait jamais à quoi ça aboutit et c'est quand même extrêmement dangereux. Et c'est pour cela que je vous disais que j'ai retrouvé la question que vous m'aviez posée tout à l'heure. Je pense effectivement que les hommes politiques jouent avec le feu lorsque, eh bien, ils sont prêts à renverser un gouvernement en ne se rendant peut-être pas compte qu'eux-mêmes se mettraient dans une difficulté colossale s'ils arrivaient au pouvoir et si à quelques semaines normalement du vote du budget, eh bien, ils n'étaient pas prêts à mettre en place eh bien, un certain nombre de mesures et surtout parce qu'ils n'ont pas préparé l'opinion publique à un certain nombre de mesures. Mmh. Il faut bien se rendre compte que nous avons, c'est malheureux à dire, parce qu'il y a beaucoup de Français qui se paupérisent et qui ne comprennent pas qu'en même temps, pour reprendre l'expression de Macron, à la fois ils se paupérisent et en même temps on vit au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire que c'est ça la situation ubuesque et incroyable qui a été créée par, je dirais, la classe politique, c'est que les Français sont dans une position de plus en plus difficile individuellement, familialement. Il y a un délitement des services publics et de l'autre côté, il y a quand même une masse budgétaire colossale où ce sont des dépenses de fonctionnement et pas d'investissement et où donc, effectivement, on vit au-dessus de nos moyens. Et ben ça, les hommes politiques ne l'ont pas expliqué. Et ça veut dire qu'ils seront vraisemblablement dans l'incapacité, je dirais, de prendre des mesures fortes et nécessaires et indispensables parce qu'ils ne les auront pas expliquées aux Français.
parce qu'ils n'auront pas cherché véritablement à donner oui, à donner une vision précise de la situation. On a un effacement de la production industrielle qui crée de la richesse, et de l'autre côté, on a 1 200 000 fonctionnaires dans la seule éducation nationale pour des résultats que l'on connaît, c'est-à-dire un effondrement du niveau d'instruction dans le pays. Bon, eh ben, oui, ça s'appelle vivre au-dessus de ses moyens. Ne Mmh. plus avoir d'usine et avoir 1 million de fonctionnaires dans l'éducation nationale, ça s'appelle vivre au-dessus de ses moyens. Alors effectivement, la droite n'a pas du tout préparé, les Français à tout ce qu'il, faudrait faire et en fait à tous ces discours qu'il faudrait tenir en cas, donc de remaniement du gouvernement, voire de dissolution de l'Assemblée, nationale. Par ailleurs, la droite, même en son sein, n'a, à mon avis, pas pensé à la façon dont elle doit s'organiser, si jamais, dissolution, il y a. On a vu, tous les débats que ça a soulevé lors de ce dernier scénario avec cette question de l'union des droites. Vous êtes auteur d'ailleurs d'un ouvrage qui s'appelle La guerre à droite aura bien lieu. Est-ce qu'une fois de plus, cette dissolution ne sera pas l'occasion pour la droite de se déchirer devant les yeux assez atterrés des Français? Ben, je le crains. Alors, petite précision, moi j'ai toujours défendu l'unité de la droite et non pas l'union des Mm. droites. Alors vous allez me dire, c'est à peu près pareil. Oui et non, c'est-à-dire que je suis parfaitement conscient qu'il y a à droite du spectre politique des personnalités, des idées qui sont incompatibles. Véritablement, c'est la vie politique, l'espace politique est organisé ainsi par l'histoire. En revanche, il y a à droite des gens qui sont véritablement de droite et qui, pour des raisons personnelles, psychologiques, géographiques, familiales, sont dans des organisations distinctes et parfois se font concurrence. Et moi, ce que j'ai toujours préconisé, c'est de réunir dans une même fédération des gens qui sont certes dans des partis différents, mais qui, dans le fond, eh bien, convergent idéologiquement parlant. Je vous donne juste un petit exemple. Hein. Vous avez eu les élections européennes il y a un peu plus d'un an et nous avons tous croisé des gens qui avaient de la sympathie pour Bardella, pour Marion Maréchal et pour François-Xavier Bellamy, et que leur fantasme, si vous me permettez l'usage du mot, c'était qu'il y ait ces trois personnes sur une même liste et Mm. non pas sur trois listes concurrentes. Alors que dans leur propre liste, eh bien, il y avait des gens que, eh bien, on n'avait pas forcément envie de soutenir. Je ne citerai évidemment aucun nom, c'est inutile de lancer des polémiques. Donc voilà, c'est ça l'unité de la droite. Or, je me rends compte, et on l'a vu pendant l'été, que, eh bien, même pour les municipales, où pourtant il faut quand même beaucoup de noms pour constituer les listes pour les élections municipales, eh bien, le RN se retrouve encore une fois dans une posture où il veut des ralliés et non pas des alliés, ou même avec le petit parti de Marion Maréchal qui avait rejoint Zemmour, puis qui avait quitté CNAFO. Bon, euh, je crois l'expression assez habile. Tout Bon, à fait. eh bien, eh bien, même avec le petit parti, mais avec des militants hein, réels de Marion Maréchal, eh bien, ils ne sont pas prêts à faire des listes d'union. Bon, je crois que dans ce cas-là, dans les éventuelles élections législatives qu'on pourrait avoir fin septembre, début octobre, si jamais il y a une dissolution, eh bien, ben, il n'y aura pas de répartition des circonscriptions, il n'y aura vraisemblablement pas de modus vivendi. Bon, c'est extrêmement affolant parce que ça veut dire une nouvelle fois que les intérêts de boutique l'emportent sur, eh bien, à la fois l'opinion publique réelle qui souhaite incontestablement cette convergence et puis tout simplement l'intérêt du pays. Mm. Oui, et encore une fois, on a vu aussi ce que pouvait donner ce genre d'union, mais à gauche en revanche. Et une fois qu'il s'est agi de gouverner avec cette union, la partie s'est trouvée être beaucoup plus compliquée que vendue aux Français initialement.
Oui, mais vous savez, je pense qu'il y a, à gauche des divergences, psychologiques peut-être plus grandes, qu'il n'y en a véritablement entre des gens qui sont de droite, hein. Encore une fois, des gens qui sont véritablement de droite. Je sais bien que le RN ne veut plus de ce, de cette explication, de ce clivage, mais c'est un instrument d'analyse du réel et je maintiens que même si le critère du clivage entre la droite et la gauche n'est plus le même aujourd'hui, c'est toujours un instrument d'analyse du réel, un des instruments d'analyse du réel. Vous savez, à gauche, et on le voit bien d'ailleurs dans le nouveau Front populaire, dans le NFP, il y a les quatre gauches que Jacques Julliard avait identifiées dans son ouvrage publié en 2012. Vous avez la gauche autoritaire, hein, celle qui est issue de Maximilien de Robespierre ou de Georges Clemenceau. Vous avez la gauche collectiviste, encore qu'elle est beaucoup moins collectiviste qu'elle n'a pu l'être avec le Parti communiste. Vous avez la gauche libertarienne, ou disons la gauche libérale, avec les Verts, qui prétendent avoir le monopole de l'écologie et qui promeuvent les idées woke. Et puis, vous avez comme coagulant de tout cela, eh bien, la gauche anarchiste qui veut utiliser les moyens comment dire, de bordélisation pour essayer d'enclencher la révolution. Donc, il y a au sein de la gauche différentes familles politiques qui trouvent un intérêt à s'allier pour faire un cartel électoral, mais qui peuvent avoir, je dirais, des divergences relativement profondes. Et Jean-Luc Mélenchon montre à quel point c'est quelqu'un d'assez brillant et d'intelligent, parce qu'il a la capacité, effectivement, de coaguler ces différentes tendances, sans quoi, évidemment, chacune d'entre elles ne représenterait électoralement pas grand-chose, et c'est de leur union que vient la force. Eh bien, si la droite, qui, elle, normalement, a véritablement une convergence sur un certain nombre de principes, l'idée de l'autorité de l'État, l'idée de l'identité nationale, l'idée de la souveraineté du pays, l'idée des libertés économiques ou de la subsidiarité, et enfin l'idée de la défense de la dignité de la personne, hein, ces 5 items-là, normalement, coagulent la droite, hein, autorité, identité, souveraineté, liberté au pluriel, dignité. Ces 5 items-là, ils permettraient de dégager une plateforme commune de gouvernement, à condition naturellement que les uns et les autres soient capables, je dirais, de certains compromis, parce qu'on est plus ou moins sensible à telle ou telle idée, mais c'est tout de même une plateforme de gouvernement. Cette plateforme de gouvernement, elle est majoritaire, hein, dans le pays, et en tout cas, elle est de manière écrasante, dominante à droite. Eh bien, il n'empêche que les intérêts de boutique l'emportent sur, je dirais, l'intérêt du pays. Mais merci Guillaume Bernard pour cette analyse. De toute façon, on va suivre tout cela de près. À mon avis, les déclarations vont s'enchaîner jusqu'au 8 septembre. Le jour J, nous serons sur le front pour suivre tout ça et on ne manquera pas de vous inviter pour en discuter si vous êtes d'accord. Merci en tout Avec cas pour ce plaisir. matin et puis à très vite. À bientôt, merci.